C'est parti. Donc, on va parler de est-ce qu'il faut toujours suivre sa passion, un sujet très important pour les entrepreneurs. Donc, la première chose, c'est que je veux vous dire clairement que suis ta passion, on l'entend beaucoup. Tout le monde dit ça, suis ta passion, suis ta passion. Et pour moi, c'est le conseil à la fois le plus vrai et le plus idiot qu'on peut donner à un entrepreneur. C'est vraiment, c'est vraiment comme ne rien dire. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui parlent pour rien dire, et ça, c'est vraiment une phrase pour rien dire. Mais elle est acceptée socialement, cette phrase. Tout le monde est plus ou moins d'accord avec cette phrase. Moi, je suis plus ou moins d'accord. Donc, pourquoi le plus vrai et le plus idiot? Donc, pourquoi le plus vrai? Parce que, évidemment, que si tu aimes vraiment un sujet, tu vas avoir un avantage compétitif évident. Okay, ça, c'est une évidence. Et tu vas pouvoir le faire mieux et plus longtemps que les autres. Et ça, c'est important dans l'entrepreneuriat. Et on peut admettre tout simplement, d'un point de vue stratégique, analytique, que c'est une stratégie efficace long terme que de se consacrer à une passion parce qu'on va tenir longtemps et plus facilement. Okay, maintenant, pourquoi le plus idiot? Pourquoi le plus idiot? Parce que l'entrepreneuriat, c'est du concret. Okay, on ne va pas survivre longtemps avec des conseils bateaux du style suivre ta passion. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Okay, une fois qu'on est d'accord et qu'on est tous d'accord, on fait quoi? C'est ça le problème. Donc, vous avez sûrement en plus remarqué le nombre de passionnés qui ne vivent pas de leur passion. Il y en a beaucoup, des sports, musique, cuisine, tous les domaines. Il y a beaucoup de passionnés qui ne vivent pas de leur passion. C'est dommage. Mais l'entrepreneuriat, il ne faut pas avoir des jugements moraux sur c'est dommage, c'est triste. Il faut observer ce qui est vrai, ce qui est faux et être un peu plus réaliste. Okay, sinon, on tombe dans le sentimentalisme. C'est triste, c'est dommage, ça serait bien. Oui, bon, ça serait bien. Mais c'est comme ça, ok? Il faut observer la vie de manière un petit peu plus réaliste. Donc, le but de cette conférence, ça va être d'approfondir dans quelle mesure il faut suivre sa passion. On va essayer de mettre le curseur de manière assez précise. Jusqu'à quand il faut suivre sa passion? Très important également. Quels sont les pièges à éviter pour les gens qui suivent leur passion avec un certain curseur? Et surtout, quelle est selon moi la meilleure stratégie pour avoir cet équilibre passion-profit qui est très intéressant selon moi. En tout cas, c'est ma vision. Donc ça, c'est la courbe de Gauss. Donc la courbe de Gauss qui représente le niveau de richesse des gens. Okay, donc plus on va vers la droite, plus le niveau de richesse est élevé. Plus on va vers la gauche, plus il est faible. Et plus on monte, plus c'est un nombre de personnes important. Donc vous voyez que du côté du niveau de richesse faible, on a des gens qui pratiquent leur passion toute la journée, okay, mais qui économiquement ne sont pas récompensés par leur passion. Au milieu, on a une majorité de personnes qui bossent dans des jobs classiques qu'on peut considérer ne pas être leur passion. C'est la majorité des gens, souvent des salariés, mais pas que. On a des entrepreneurs aussi qui sont dans des entreprises qui ne les passionnent pas. Il y a beaucoup de monde là au milieu. Hein. Vous devez en connaître quelques-uns. Et à droite, on a à nouveau des gens qui pratiquent leur passion. Et là, ça va être des entrepreneurs ou des salariés, on va dire, qui ont vraiment trouvé la niche qui leur plaît. Mais là, nous, on est là pour parler d'entrepreneuriat, donc on va se concentrer sur les entrepreneurs qui vraiment ont un business qui est devenu une passion et qui ont en plus un niveau de richesse très élevé. Okay, ou élevé. Donc déjà, on va se mettre d'accord sur la courbe de Gauss, c'est qu'on ne va pas s'intéresser à la partie gauche, de gens qui pratiquent leur passion avec un niveau économique faible. Pourquoi? Parce qu'en général, si on creuse, s'ils peuvent faire ça, c'est soit qu'ils ont un job à côté alimentaire et du coup, c'est pas forcément facile leur vie, soit qu'ils sont soutenus financièrement sans forcément le déclarer par ça peut être des héritages ou ça peut être tout simplement des soutiens financiers. Vous savez, des gens qui vivent de leur passion. Et en fait, on se rend compte que si on creuse, qu'eux, ils ne payent pas le loyer parce qu'ils sont dans l'appart de leur mère. Oui, mais bon, ça, dans cette configuration, c'est plus facile, on va dire, de le faire. Quand il faut payer le loyer et qu'on a la responsabilité de payer le loyer ou le crédit, c'est autre chose. C'est un autre jeu. Et également, certains aussi se mettent dans des situations financières complexes et on est d'accord qu'on ne veut pas être, ou en tout cas le moins possible, dans une situation financière complexe. Donc nous, on va être de ce côté, okay, du niveau de la richesse. Vous êtes d'accord? Okay, super.
Trop bien. Donc, on va, on va comparer deux stratégies de vie pro et perso qui sont orientées passion pour analyser laquelle est le plus efficace. Et vous allez vous rendre compte un petit peu de ça. Donc, la première, la stratégie numéro 1, c'est la stratégie 100% passion. Ok, 100% passion. Donc, la stratégie 100% passion, elle consiste à, on va prendre un exemple, par exemple, une femme qui s'appelle Elodie, elle a 37 ans. Elle bosse dans les ressources humaines à Paris. Voilà, ça fait 12 ans qu'elle fait ça. Elle est célibataire. Elle est au bord du burn-out. Je pense qu'il doit y en avoir dans cette ville des gens au bord du burn-out. Donc voilà, un cas, on va dire, assez classique de l'approche de la quarantaine où on commence à se remettre en question de est-ce que ce que je fais a du sens, voilà, j'en ai marre, mais en même temps, j'ai des obligations financières, donc voilà, pas facile. Donc, Elodie, elle est passionnée par le surf parce qu'elle elle a grandi à Biarritz. Et ça fait 3 fois qu'elle va en vacances, donc c'est dans ses vacances de salarié. Elle va à Bali, elle va aux Philippines pour surfer. Elle kiffe, elle adore, ça lui rappelle son enfance quand elle surfait avec son père. Et elle dit qu'elle veut reconnecter avec ça. Et du coup, elle décide de quitter son travail parce que elle a fait des after-work avec des copines. Elle a discuté longtemps de ça. Je suis en burn-out, je suis en burn-out. Elle veut se consacrer à sa vraie passion, le surf. Et ses copines, elles lui ont dit t'as raison, Elodie, il faut que tu suives ta passion. Il faut que tu suives ta passion. Ce qui est un conseil de copine. Une copine peut nous dire ça. Et c'est souvent bienveillant. C'est pas parce qu'un conseil est bienveillant que c'est un bon conseil. Il faut aussi prendre. Ma mère m'aime beaucoup et me donne souvent des très mauvais conseils. Mais pour elle, c'est un bon conseil. Mais ça dépend de la direction que je veux atteindre dans ma vie aussi. Donc il faut. Voilà, exactement. Donc Elodie, elle décide de quitter son travail, elle va se consacrer à sa vraie passion qui est le surf. Et en général, les gens qui font ça, ils sont ce qu'on appelle prévoyants. Okay, elle a fait une étude de marché, elle est prévoyante, elle n'est pas bête, elle a fait des études, elle a regardé un petit peu est-ce que c'est bien une école de surf. Donc voilà, elle s'est dit, il y a trop de monde à Bali, il y a déjà des écoles de surf, au Brésil aussi il y a trop de monde. J'ai bien analysé, aux Philippines, sur une petite île sur laquelle il n'y a pas encore d'école de surf ou juste une, il n'y a pas trop de concurrence. J'ai tout analysé, je vais y aller. Okay, parce que souvent, ça, c'est un gros piège. C'est, qu'est-ce qu'on fait quand on prend une décision? On va trouver on va rationaliser notre décision. On prend une décision, de toute façon, elle est décidée, et on rationalise après. Mais c'est pas ça, être rationnel. Rationnel, c'est avant la décision, c'est pas après. C'est pas je décide de faire une école de surf. Ou sinon, je m'arrange avec mes conclusions pour trouver la conclusion que je veux. Ça, c'est très facile à faire. Tout le monde sait faire ça. Donc, après s'être renseignée sur l'administratif, elle fonce, elle part avec sa copine Myriam, qui est aussi passionnée par le surf. Elles sont toutes les deux passionnées. Donc, souvent, quand on démarre aussi un nouveau projet d'entrepreneuriat, j'ai remarqué ça. Être à deux, ça nous rassure. Ça fait de l'élan et tout. C'est cool, c'est mieux à deux. Bon, faut aussi diviser le bénéfice à deux. Mais c'est rassurant, c'est rassurant. Voilà, donc elles ouvrent leur école de surf, elles sont aux Philippines et tout, trop contentes. Donc toujours, c'est ça aussi, elles ont la dopamine du nouveau projet, du nouveau départ. Okay, ça, il faut le prendre en compte. Dans chaque renouveau, il y a un effet de dopamine qui ne va pas durer, mais qui existe. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui passent leur vie à faire des cycles courts pour vivre toujours cette dopamine sans forcément s'en rendre compte, mais je fais 1 an un projet, je fais 1 an un projet, je fais 1 an. Et en fait, je suis juste boosté par la dopamine. Mais dès qu'il y a une difficulté, je cherche vite la dopamine. C'est comme être addict à un téléphone, ça. Mais c'est la version dans la vraie vie, quoi. Voilà. Donc, elles ont leurs premiers clients. Elles sont contentes, trop bien et tout. Et puis rapidement, après la première année, il y a la réalité qui frappe. Ouais, c'est comme ça. C'est que il y a le loyer à payer de l'école de surf. Évidemment, elle l'avait pris en compte dans son business plan, mais elle n'avait pas pris en compte qu'il fallait autant de marketing pour ramener des clients étrangers. Les cours de surf, ils sont à peu près 10 € de l'heure et encore, c'est en monnaie locale. Et encore, elle est déjà plus chère que les surfeurs philippins qui proposent leurs cours. En monnaie locale, on n'a aucun pouvoir d'achat international. Donc, quand on va convertir en euros ou en dollars, on se rend vite compte qu'en fait, elle voulait aller voir sa nièce à Biarritz
qu'elle adore, et elle ne peut pas, parce qu'il faut payer un billet d'avion, et qu'en monnaie locale, une fois qu'on a converti les pesos philippins en dollars, ça ne fait plus grand-chose. Et aussi, il y a le fait d'être tous les jours dans l'eau, le soleil, la fatigue. C'est une chose d'aimer le surf, mais une fois qu'on est tous les jours dans l'eau avec le soleil et que c'est devenu un travail, c'est autre chose. Okay, donc voilà, et elle est tellement souvent dans l'eau et souvent au soleil qu'elle a même plus trop envie de surfer. On va dire qu'elle a fait 6 jours de cours de surf ou 5 jours. Le dernier jour, elle va pas surfer pour son plaisir. Donc en fait, elle surfe vraiment pas parce qu'elle est toujours dans la mousse avec des débutants, donc elle n'est pas sur les vagues. Donc en fait, elle n'a pas surfé en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mort du plaisir. Okay, et pour une passion, il n'y a rien de pire pour tuer une passion que de lui mettre la pression de force pour payer ton loyer et tes charges à la fin du mois. D'ailleurs, en faisant cette présentation, j'ai recherché l'étymologie du mot passion. Et en fait, au sens étymologique, ça veut dire le supplice, l'action de subir, de souffrir. Voilà. Donc Élodie, elle est dans ça, elle souffre. Et c'est pas ce qu'on veut. Ok, donc voilà, le problème de la stratégie 100% passion, c'est que Élodie, elle a eu un raisonnement linéaire. C'est-à-dire, je suis passionné par le surf, donc à défaut de pouvoir être surfeuse professionnelle parce que c'est trop tard, j'ai 37 ans et puis c'est trop tard pour faire une carrière de sportive, je vais ouvrir une école de surf, ce qui se rapproche le plus, donc c'est assez linéaire, assez direct. Okay. Et en fait, il y a tellement de gens intelligents qui réfléchissent de manière linéaire que moi, j'ai développé une théorie un peu complotiste, qui est que l'école nous apprend à penser de manière linéaire pour qu'on soit plus malléable, en fait, et qu'on se contente d'augmentation de salaire linéaire, 3% d'augmentation, et qu'on serve un peu ce système fait pour la masse de contribuables, parce que c'est difficile de gérer 60 millions de personnes pour un pays comme la France, donc vaut mieux que tout le monde soit dans un panier assez malléable. Et voilà ma théorie. Et du coup, je trouve que c'est vraiment une erreur de se dire pour un entrepreneur, il faut absolument que je vive de ma passion. Ce n'est pas un bon raisonnement d'entrepreneur. Si vous êtes artiste, sportif, que vous dites ça, ok, mais après, il faut quand même respecter la loi des probabilités que il n'y a pas tout le monde qui va réussir dans le foot ou dans la chanson. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner son rêve. Et c'est souvent on le traduit comme ça. Ah, ça veut dire qu'il faut que j'abandonne mon rêve. Non, mais il y a une loi des probabilités. Si tu es sérieux par rapport à ton avenir, il faut faire un plan sérieux et pas un plan un peu bancal. Parce qu'on n'a pas de devis, donc tu ne peux pas faire 10 plans. Et puis après, au fur et à mesure que la vie passe, on peut aussi un petit peu se décourager pour certains, etc. Donc si vous êtes un entrepreneur sérieux, vous n'allez pas construire votre vie pro et perso avec une stratégie qui ne respecte pas la loi des probabilités. Okay, il faut analyser ce que vous allez faire avant de le faire. Il faut prendre en compte ce que vous avez envie de faire, mais d'une manière intelligente, qu'on va connecter vos émotions, votre instinct et aussi le côté rationnel. Okay, c'est les deux qui sont importants. Il n'y a pas soit les émotions, soit le rationnel, c'est les deux. Okay, donc une meilleure question d'entrepreneur à se poser, c'est quel type de vie j'ai envie de vivre. Okay, quel type de vie j'ai envie de vivre. Et la chose la plus importante que vous pouvez faire pour améliorer votre vie, c'est de vous poser les bonnes questions. C'est basique et c'est super important de se poser une bonne question. C'est plus important que de trouver une réponse. Okay, parce qu'en fait, la question induit la réponse. Okay, donc, on va voir la stratégie numéro 2, qui est très intéressante, qui est la stratégie profit-passion. Donc, on va reprendre un petit peu le même exemple que tout à l'heure, donc avec Élodie, mais à la place de vouloir ouvrir une école de surf, elle est toujours dans les RH, même situation, mais elle se demande quelle vie j'ai envie de vivre. Okay, elle se pose une question, quelle vie j'ai envie de vivre, et elle ne part pas dans une direction sans se poser une question. Juste ça. Donc, Élodie, elle s'est posé la bonne question, quelle vie j'ai envie de vivre? Elle aime la liberté, elle n'aime pas être attachée à un endroit, elle aime l'indépendance, elle aime Bali, elle aime les Philippines, mais elle n'est pas encore sûre d'aimer Bali et les Philippines pour la vie. Et ça, c'est intelligent de dire j'aime, mais est-ce que j'aimerais pour la vie? Donc est-ce que je vais attacher un business local à cet endroit? C'est très intelligent de se poser cette question. Okay,
Donc après des recherches, elle se dit qu'elle pourrait ouvrir une boutique en ligne, donc un e-commerce, parce que ça va lui permettre d'être pas attachée à un endroit, d'être libre. Mais elle ne sait pas trop de quoi, parce qu'elle est perdue. Au début, on est souvent perdu, on ne sait pas quoi. Oui, j'ai entendu parler du e-commerce, c'est bien, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc elle fait des recherches sur un site qui va répertorier des produits de boutique en ligne qui se vendent bien. Ok. Et après avoir vu plein de produits qui ne lui parlent pas du tout, des produits pour des animaux, des produits pour le stress, plein de produits, elle tombe sur un produit de niche de surf. Ok. Un produit de niche surf pour accrocher sur la planche de surf, un petit truc pour mettre la caméra que les gens n'ont pas parce que ce petit truc là, ce petit grip, il permet d'avoir un angle un peu différent et les surfeurs ils adorent et elle pourrait le mettre sur sa boutique. Ok. Donc Elodie, elle va dire allez je vais faire ça, je vais lancer ma boutique en ligne et du coup chaque matin quand elle va surfer, elle prend des vidéos avec son produit e-commerce. Mais là elle surfe pour de vrai. Mais elle a son produit à elle, l'e-commerce qui est sur sa boutique en ligne. Et elle met un budget sur Meta, sur Facebook Ads pendant qu'elle surfe. Okay, et là, sa boutique, elle fonctionne. Au début, elle ne fonctionne pas. C'est comme tout. Hein. Au début, ça ne fonctionne pas. Mais elle itère, elle itère, elle itère. Elle passe, elle arrive à se sevrer un peu de la dopamine. Et elle reste dans le moment un petit peu difficile pendant 1, 2, 3 mois. Et à un moment donné, elle trouve le truc, la bonne pub. Et elle commence à gagner de l'argent, 10 000 € par mois. Et elle peut surfer tous les jours. Okay, et là, du coup, ça induit beaucoup de choses parce qu'elle a rencontré un surfeur brésilien. Je vous ai fait un truc un peu cliché, mais c'est la vie en fait. Quand on est dans la vie, on peut rencontrer quelqu'un. La personne qu'on rencontre, elle n'habite pas forcément là où on l'a rencontré, surtout quand on est expatrié. Et du coup, elle décide d'aller en vacances au Brésil et potentiellement, elle peut rester ou pas. Donc, si son histoire d'amour dure, elle pourra rester au Brésil. Si ça ne dure pas, elle sera indépendante et elle pourra faire ce qu'elle veut. C'est ça qui est important en fait. On s'en fout de ce qu'elle fait. Ce qui est important, c'est qu'elle fait ce qu'elle veut. Parce que sa boutique en ligne, elle tient sur un ordinateur. Okay, ça, c'est très important. Okay, donc là, pourquoi ça marche? Parce qu'elle a raisonné en écosystème. Donc c'est l'inverse du raisonnement linéaire. On raisonne en écosystème. Okay, donc que puis-je faire dans un domaine qui m'intéresse, qui me permettrait d'avoir un bon ratio effort-profit? Okay, ça, c'est une bonne question. Très bonne question. Et même si vous n'avez pas la réponse, c'est mieux d'avoir la bonne question que d'essayer de trouver une réponse bancale. Donc maintenant qu'on a pris cet exemple, mais que bon, on est dans Business Intensity, on est à All Intensity, donc je sais que vous voulez tout faire du business en ligne d'accompagnement, coaching, donc on va aller un petit peu plus dans le détail. Okay, donc vous voulez lancer un accompagnement qui cartonne dans un domaine qui vous passionne. Et on va voir qu'est-ce que je ferais si je partais de zéro. Okay, qu'est-ce que je ferais si je partais de zéro? Parce qu'il y en a qui veulent relancer ou qui veulent un petit peu savoir qu'est-ce que je ferais. Parce qu'une fois qu'on est lancé, c'est pas pareil. Quand on est au début, c'est dur. On a plein de directions possibles. Donc, la stratégie profit-passion appliquée au domaine de l'accompagnement. Donc, on va trouver l'intersection entre la passion et le profit. Donc, par rapport à la passion, il faut se poser la question de quoi est-ce que je pourrais parler toute la journée, même si je n'étais pas payé. Ça, c'est une question très importante. Si le sujet ne vous intéresse pas ou ne vous intéresse que parce que vous avez une rémunération, c'est que ce n'est pas vraiment un truc qui vous intéresse. L'intérêt, pour moi, c'est quelque chose qui... Voilà. Ce n'est pas forcément tous les jours, tout le temps, mais c'est quelque chose quand même qui revient dans votre vie, ça vous en parlez, et ça vous plaît d'en parler à des amis. Ou voilà. Qu'est-ce qui vous demande peu d'efforts et qui apporte beaucoup de valeur? Ça aussi, c'est une question très importante. Il faut identifier pourquoi les gens viennent vous voir, vos amis. Pourquoi ils viennent vous voir? Qu'est-ce que vous leur dites qui fait qu'ils reviennent? Vous savez, des fois, on est déjà coach, en fait, avant d'être coach. On est déjà coach avant d'être coach. Donc, il y a des choses, selon les personnalités, c'est qu'est-ce qui vous demande peu d'efforts et qui apporte beaucoup de valeur. Moi, avant d'être fondateur de Business Intensity, les gens venaient déjà me voir pour que je leur donne des conseils. Alors que je ne sais pas pourquoi. Mais c'était un peu naturel. Parce que je suis assez tranché, je donne mon avis, je n'ai pas peur de blesser les gens, je leur dis directement ce que je pense, peu importe qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. C'est jamais méchant, mais c'est direct. Et
c'est pas courant dans la vie de tous les jours. Je dis pas à quelqu'un, vas-y, suis ta passion. Pour quelles raisons aussi les gens viennent vous voir naturellement. Donc ça, c'est un petit peu comme la première. Et qu'est-ce que vous faites avec consistance depuis des années? Ok, donc par exemple, qu'est-ce que vous faites avec consistance depuis des années? Vous pouvez aussi rechercher par exemple sur votre historique YouTube. Prenez votre historique YouTube et regardez les vidéos que vous regardez. Qu'est-ce que vous regardez? Quel podcast vous écoutez? Quel livre vous lisez? Qu'est-ce que vous faites en fait? Il faut vous connaître en fait, il faut bien se connaître. Okay, c'est très important. Et vous pouvez prendre une petite note, moi j'utilise Evernote, et vous l'appelez passion. À chaque fois que vous faites un truc qui est récurrent et qui peut vous intéresser potentiellement, même si vous n'êtes pas sûr, vous le notez. Okay, et ensuite, on va s'intéresser au profit. Okay, donc, question très importante, et c'est pour moi une des plus importantes. Dans quel domaine les gens dépensent de l'argent aujourd'hui? C'est la question phare pour faire un business. N'allez pas essayer d'inventer des domaines. Ça c'est en fait, c'est le meilleur moyen pour aller droit dans le mur. Allez regarder ce que les gens achètent aujourd'hui. Okay, c'est très important, vous observez ce qu'ils font, ce qu'ils achètent. Donc en fait, quand vous êtes dans le coaching, c'est très important de savoir qu'est-ce qui marche aujourd'hui. Okay, qu'est-ce qui marche, de quoi les gens ont besoin et qu'est-ce qu'ils achètent. Mais ce n'est pas votre avis, hein, parce que souvent, notre avis, c'est « je pense que les gens auraient besoin de nanana ». Oui, mais qu'est-ce qu'ils achètent concrètement? Montre-moi, qu'est-ce qu'ils achètent? C'est ça qui est important. Ce n'est pas à vous de décider de quoi les gens ont besoin. C'est à eux de décider, c'est eux qui vont décider au final dans quoi ils vont mettre leur carte bleue. Donc vous avez beau dire « moi, je ne veux pas faire de la perte de poids, je veux que les gens soient en meilleure santé », d'accord, mais il faut trouver l'angle qui intéresse les gens. Parce que les gens veulent perdre du poids, que vous aimiez ou pas, ils veulent. Vous aimez pas. Et il ne faut pas tomber dans le truc moralisateur de « je pense que les gens ne devraient pas vouloir perdre du poids ». C'est pas à vous de décider. C'est s'ils veulent, ils veulent. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui font ça en fait quand on se lance parce que on se dit que on va les réorienter sur un nouveau besoin. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ok. Donc qui cartonne sur le marché actuellement? Très important de savoir qui cartonne sur le marché actuellement. Quelles sont les promesses concrètes de ceux qui cartonnent? C'est pas juste de savoir qui c'est, mais quelles promesses cartonnent. Donc, quelle promesse fonctionne. Donc, je vais vous faire une petite démo live pour vous montrer un outil très intéressant qui s'appelle WooScale. Il n'existait pas d'outil pour les infopreneurs, pour les formations, pour les coachs, pour savoir ceux qui cartonnent. Ça existait dans le e-commerce de trouver un produit tendance, etc. Mais souvent, dans l'infoprenariat, il fallait se débrouiller un petit peu pour savoir qu'est-ce qui marche, donc soit avec le réseau, soit en regardant YouTube, mais bon, c'était une recherche. Et là, il y a un outil très récent qui s'appelle WooScale. Yes. On va le mettre à l'écran. Ah, yeah, c'est bon. Ok, donc WooScale, c'est un outil pour trouver les infopreneurs et les tunnels et les pubs qui scale en ce moment. Donc scale, ça veut dire qui dépensent beaucoup en pub et qui donc font du chiffre d'affaires. Donc c'est ce qui vous intéresse, savoir une promesse qui marche. Ok. Donc si on va sur WooScale, on va avoir, par exemple, si je tape sur WooScale, Business Intensity, donc on voit BI, et on va pouvoir voir du coup la portée, donc c'est-à-dire est-ce qu'on fait beaucoup de pubs, est-ce qu'on fait pas beaucoup de pubs. Donc là, il y a 1,3 million de reach, ça veut dire qu'on est un acteur quand même important, on fait beaucoup de pubs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir aussi les pubs winners. Quelles sont les pubs qui marchent le mieux? La stratégie, les ads, les tunnels, et l'organique, c'est pas encore prêt, mais en tout cas, on peut voir qui font de la pub. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est par exemple d'aller sur les créateurs et on va mettre qui scale en ce moment. Ok, donc là, par exemple, on a une certaine Sophie Ventreplat
si je clique sur Sophie Ventreplat, bon, elle fait... bon, ça n'a rien à voir, c'est une boisson. Donc ça ne nous intéresse pas. Mais je vais aller regarder dans les pubs parce que l'interface est mieux. Je vais aller regarder dans les pubs. Je vais mettre les filtres. Et je vais choisir une niche. Okay, je vais choisir la niche, par exemple, santé et bien-être. Okay, je vais confirmer ma recherche. Et dans les triés, je vais mettre les winners, parce que ce qui nous intéresse, c'est qui c'est qui gagne. On ne veut pas connaître les pubs qui ne marchent pas. Ok, donc là, bon, il y a des trucs qui ne sont pas tout le temps cohérents, mais par contre, ici, par exemple, on a une promesse de coaching by AF, santé et bien-être. Elle a dépensé 26 000 à 35 000 dollars sur cette pub. Donc ça veut dire que c'est une pub qui marche, parce que personne ne laisse une pub qui ne marche pas tourner. C'est évident. Hein. Si elle laisse la pub tourner, c'est qu'elle a un retour sur investissement. Ok, la pub, elle tourne depuis 252 jours, pardon, 2 octobre 2025. Donc cette pub, c'est un winner pour elle. Hein. Donc on peut regarder la pub. Enfin quitter mon corps d'enfant, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Me gaver de ressourcettes en espérant prendre des formes ou encore acheter des compléments soi-disant miracles. Coucou ma belle, moi c'est Anne-Françoise, je suis coach spécialisée en prise de masse féminine et aujourd'hui je fais 60 kilos, j'ai confiance en moi et j'ai enfin atteint un physique qui me plaît vraiment. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, avant j'avais honte de mon corps trop fin et Bon bref, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que sa promesse, et on va pouvoir voir du coup son tunnel, visiter le tunnel. Donc elle dit comment quitter ton corps d'enfant, prendre 5 à 10 kilos, bomber tes fesses et enfin avoir un corps de femme qui te donne confiance en toi. Donc vous voulez le faire après ou vous voulez pas le faire, peu importe, mais en tout cas ça c'est une promesse que les gens achètent. Ok ? Parce que peut-être qu'en fait, moi je ne connais pas ce marché, mais les femmes qui sont minces ou skinny, elles considèrent qu'elles ressentent avoir un corps d'enfant. Okay, c'est pas à nous de les juger, c'est elles qui disent ça. Donc c'est pas un jugement. Hein. Donc si vous le dites, t'en as marre de ton corps d'enfant, elles vont se reconnaître puisque c'est les mots qu'elles utilisent elles-mêmes. Je veux me sentir plus femme, je veux bomber mes fesses, je veux prendre 5 à 10 kilos. Donc ça c'est une promesse qui marche. Ok ? Ensuite, je vais mettre en français. On a cette pub, relation et sociale. Tu vis une rupture et c'est douloureux. Donc c'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle a dépensé 18 à 24 000 euros, 24 000 dollars, et sa pub dure depuis 406 jours. Donc elle, ça marche, sa promesse. Je subis ma rupture, je me sens perdue, je me sens seule, je m'en veux de ne pas avoir évité la séparation. C'est peut-être ce que tu te dis actuellement parce que oui, une séparation ça fait mal, mais surtout, on a tendance à ne pas savoir quoi faire, voire même à être défaitiste et à se dire que c'est vraiment fini. Je suis Laure, experte dans les situations de rupture et de reconquête, et dans un premier temps, il va falloir savoir s'il y a encore une chance ou non de la récupérer. Je t'ai préparé un petit questionnaire pour savoir s'il est encore possible qu'elle revienne. Tu as juste à cliquer sur en savoir plus autour de la vidéo et à le remplir en fonction de... Ok, donc vous voyez que les gens veulent sauver leur couple. Ok ? Et elle dit, j'ai te préparé un petit questionnaire pour savoir s'il est encore possible qu'elle revienne. Donc, elle s'adresse aux hommes qui veulent sauver leur couple. Ok ? Et du coup, on ne peut pas voir elle son tunnel parce qu'elle a décidé d'envoyer directement vers un formulaire, mais c'est pas grave parce que son formulaire, il donne sa promesse. Récupérer son ex ou passer à autre chose en seulement quelques jours grâce à un plan d'action adapté à ta situation. Ok ? Donc moi, je vous recommande de regarder les promesses qui marchent. Et en fait, vous allez faire toutes les niches, parce qu'il n'y a pas que... Là, on a fait santé, bien-être. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est dans santé, bien-être, ça, mais oui, c'est de la santé mentale, peut-être sauver son couple, mais ce serait plus dans les relations. Mais on a plein de niches. Il y a sport et loisirs, parentalité et famille,
jardinage et nature, il y a plein de niches. Okay, donc, c'est assez intéressant. Ça permet de savoir qui fonctionne. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de passer beaucoup de temps à voir ce qui marche, noter les promesses qui marchent, et à un moment donné, il y en a une qui va vous intéresser, qui se rapproche plus ou moins de ce que vous faites. Du coup, vous avez trouvé une promesse, et vous avez trouvé un problème important pour les gens, et vous allez le résoudre de manière unique. Il ne s'agit pas de copier tout, mais il s'agit de résoudre de manière unique un problème déjà existant, et pas inventer les problèmes. Okay, récupérer leur ex, les gens le veulent. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais c'est pas bien, blablabla. Peu importe, la personne, elle est en souffrance, elle veut récupérer son ex. Donc vous lui parlez de autre chose, trouver une relation, elle veut pas. Donc elle l'a bien orientée parce qu'elle dit récupérer son ex ou passer à autre chose. Mais la première chose qu'elle met, c'est récupérer son ex. Mais vu qu'elle sait très bien que c'est pas toujours possible, elle dit ou passer à autre chose. Ce qui est vrai. Voilà. Donc elle va sûrement dire un discours comme « Je vais te montrer comment récupérer ton ex si c'est possible en te respectant, en disant ce qui est possible pour toi, en disant ce qui est une limite pour toi à ne plus franchir pour que tu te fasses respecter. Et s'il n'accepte pas le contrat parce que un couple, c'est 2 personnes, tu passeras à autre chose plus sereinement. » Elle va sûrement, j'ai pas vu sa VSL, elle en a pas, mais c'est ça. Voilà. Ok, bon, on peut enlever le partage. Ouais. Merci. Ok, donc voilà. Vous voyez, donc le but, c'est ça. Vous allez noter ce que vous aimez, ce qui vous intéresse, etc. Et vous allez rechercher ce qui marche aujourd'hui. Et vous allez essayer de trouver la connexion entre les deux. Okay, mais il faut passer du temps à chercher ce qui marche. C'est très important de savoir ce qui marche. Ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Quand j'étais petit, c'est drôle, parce que ça marche, ça marche pas. Ma mère, je ne savais pas ce que je voulais faire comme métier. Et avec ma sœur, on parlait, elle me disait, ma sœur, elle voulait être fleuriste à un moment. Et moi, je disais, ça gagne, fleuriste. Ça gagne. C'est une phrase d'enfant, ça gagne pas. Mais bref, c'est important de savoir si ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, vous allez potentiellement dans une voie de garage et au bout d'un moment, vous allez tomber dans la définition étymologique du mot passion. Okay, donc, ce qui est important, c'est que le choix n'est pas définitif. Donc, ne stressez pas trop. Ne vous prenez pas trop la tête sur le choix. Quand on est dans le process, on ne va pas se juger parce qu'on doit passer à l'action. Donc en fait, quand vous faites un choix, vous pensez que c'est le meilleur choix à ce moment-là, ça suffit. Il n'y a pas besoin de se dire « je pense que c'est le meilleur choix, mais ce n'est pas sûr que ça soit le meilleur choix, il faudra que je vois si c'est le meilleur choix, donc je ne suis pas sûr de le choisir ». Vous pensez ça, on avance. Okay, vous avez le niveau de penser ce que vous pensez actuellement. Et puis après, vous ajusterez s'il faut. Mais on ne peut pas à la fois être la personne qui pense et la personne qui juge. Sinon, on ne peut pas avancer, en fait. Il faut aller vite. C'est très important d'aller vite et de ne pas trop se torturer l'esprit. Okay, donc voilà, entrepreneur, c'est ce que j'appelle la catégorie des gens qui font des choses. Okay, c'est un petit peu l'inverse d'un journaliste qui commente les gens qui font des choses. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de journalistes sérieux, mais voilà, c'est un job de commentaire, en fait. C'est je raconte l'actualité. Nous, ça n'a rien à voir. Nous, on est sur le terrain. On risque notre argent. Si ça se passe mal, c'est pour nous. On ne commente pas ce que font les autres. Okay, donc, c'est un choix. Mais en tout cas, on est entrepreneur, on est dans cette catégorie. Okay, il y a cette vidéo que j'aime beaucoup sur un journaliste qui critiquait Bernard Tapie. Tu peux mettre le son ? Vous savez la différence entre nous deux ? Dites-moi. C'est que vous avez passé votre vie à raconter ce que font les autres. C'est beaucoup plus facile que de faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu le métier de journaliste. Nous, quand on fait des fautes, on fait des choses bien, on fait des choses moins bien. C'est le lot de tous les gens qui font des choses. Bon. Si je passais ma vie à les raconter, j'aurais toujours raison. J'adore. Ouais, oui, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on dit lui il fait bien, lui il fait pas bien, on a toujours raison. C'est trop bien comme position d'être assis, mais quand on est sur le terrain, c'est autre chose. C'est pas facile. Et il n'y a que quelqu'un qui fait des choses qui peut donner son avis sur une autre personne qui fait des choses. Donc vous verrez des entrepreneurs très avancés être beaucoup plus bienveillants avec un débutant que quelqu'un qui commente et qui n'a jamais fait. Celui qui commente, il a toujours son avis. Mais moi, quand quelqu'un me donne un avis, je lui demande toujours
Qu'est-ce qu'il a fait? Très vite, rapidement. Ok, qu'est-ce que tu as fait? Pas méchamment, mais qu'est-ce que tu as fait? S'il n'a rien fait, en fait, je ne prends plus en compte ce qu'il dit à partir de là. Voilà, c'est terminé, c'est la fin. Parce qu'on ne peut pas s'encombrer de gens qui ont un avis qui n'ont pas fait. Je vais faire quoi avec ça? L'avis de quelqu'un qui n'a rien fait. C'est pas méchant, mais c'est comme ça, c'est la loi. Enfin, voilà, on a besoin d'avancer. Donc, bon, aujourd'hui, c'est autre chose, hein, mais le journaliste, il devrait être plutôt dans une recherche de vérité, selon moi. C'est pour ça que des fois, les journalistes, ça me saoule un peu. Mais souvent, vu que c'est des journaux idéologiques, il y a le patron qui a fait la conclusion avant d'écrire l'article. Donc, on lit un truc, mais il est employé pour conclure une direction. Donc, ce n'est pas pour moi du journalisme. Et ce qu'on lit est biaisé. Et l'entrepreneur, c'est pas pareil, parce qu'il ne peut pas tricher. Parce que la vérité, elle va se voir sur son portefeuille. C'est le résultat, c'est son portefeuille. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être plus réaliste. Beaucoup plus réaliste, parce que sinon, vous faites punir par le marché. Si vous n'avez pas observé ce qui marche, vous faites une formation, vous pensez que ça va marcher, mais vous ne savez pas vraiment, vous allez vous faire punir. Okay? Donc, je répète, le choix est définitif. Ne stressez pas trop. Donc, à l'échelle de votre vie, ce que vous faites a une importance capitale, mais à l'échelle de l'univers, on s'en fout totalement. Okay? Voilà, on a cofondé Business Intensity, c'est génial, on est trop content d'être avec vous dans la salle. Et pour notre vie, c'est un accomplissement extraordinaire. Maintenant, à l'échelle de l'univers, c'est rien, on est des petites fourmis. Donc en fait, il ne faut pas trop stresser, il faut être détendu. C'est pas grave, vous faites des mauvais choix, tout le monde s'en fout. Mais essayez de faire les bons choix et essayez de faire du mieux que vous pouvez. Okay? Donc j'aime beaucoup cette citation, quoi que vous fassiez, ça n'a aucune importance. Mais c'est très important que vous le fassiez. Et il ne faut pas tomber dans l'autre polarité, hein, de dire quoi qu'on fasse, ça n'a aucune importance. Parce que si on s'arrête là, alors on ne fait rien, on reste sur le canapé toute la journée et on a une vie, même à son échelle, qui n'est pas enrichissante. Donc voilà, ça c'est le paradoxe des deux réalités. C'est que à l'échelle de notre vie, ce qu'on fait a une importance capitale, mais en fait on s'en fout. Donc pourquoi c'est libérateur ? Parce que ça donne une certaine humilité, il n'y a pas de stress sur le choix, ce n'est pas très très important, mais en même temps ça donne une certaine liberté, c'est que je fais ce que je veux, c'est mon business, je peux changer. Et ça c'est une phrase que vous pouvez vous approprier, vous êtes entrepreneur, c'est votre business, vous faites ce que vous voulez. Okay, des fois les gens me demandent pourquoi tu fais ça, je fais ce que je veux. C'est mon business, non mais au final on est entrepreneur aussi pour créer ses propres règles. Il y a des responsabilités qui viennent avec, mais vous faites ce que vous voulez. C'est le marché qui vous récompensera ou pas, mais vous faites ce que vous voulez. Okay, donc soyez libre de partir dans des directions des fois plus créatives, qui les gens ne comprennent pas. Faites ce que vous voulez. Okay. Et surtout que, ça c'est très important à comprendre, c'est qu'il y a 40 ans, on choisissait un domaine pour la vie. Donc c'est vrai qu'une erreur de trajectoire, il y a longtemps, ça voulait dire un petit peu rater sa vie. À l'époque, ce n'est pas totalement vrai, parce qu'il y a plein de gens, il y a 40 ans, qui ont changé beaucoup de métiers aussi. Mais on va dire que c'était plus fréquent de rester dans une direction. Mais aujourd'hui, on peut changer de domaine comme de chemise. Hein. Franchement, ça c'est quand même libérateur de se dire, je peux changer et faire quelque chose qui n'a rien à voir. Et si je me concentre, en 1, 2, 3 ans, je peux monter quelque chose de super impactant. C'est incroyable. Ça veut dire que vous pouvez vous réinventer à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, il n'y a même pas de limite tant que vous avez de l'énergie en fait. Donc ça, c'est vraiment, moi j'aime bien cette époque. Il y a des gens qui disent toujours c'était mieux avant. Il y a des choses qui étaient mieux avant, il y a des choses qui sont mieux maintenant. Mais c'est bien en fait, c'est bien aussi. Surtout pour nous, les entrepreneurs dans le digital, ça s'est amélioré pour nous en fait. Voilà. Donc j'en suis un petit peu la preuve, hein, parce que j'ai fait des cycles, j'étais lycéen, donc quand on est lycéen, évidemment, on ne gagne pas d'argent. Puis j'étais étudiant ingénieur, donc c'est des cycles longs. Hein. Lycéen, 5 ans, en plus que j'ai redoublé 2 fois. Ah oui, j'ai redoublé la seconde et j'ai redoublé la terminale. C'est impressionnant. Hein. 5 ans dans un lycée, je suis recordman, quoi, presque. Puis j'ai été étudiant ingénieur, parce que à ma deuxième terminale, je me suis un peu réveillé, donc j'ai réussi à rentrer en école d'ingénieur. Puis j'étais ingénieur pendant 3 ans, j'ai gagné 3 000 € par mois. Puis j'ai décidé de me réinventer en entrepreneur avec une boîte qui ne marche pas. Donc voilà, 0 € par mois pendant 5 ans. Bon, je simplifie, mais c'est plus ou moins ça le schéma.
puis entrepreneur avec une boîte qui marche, plus de 100 000 € par mois pendant 5 ans. Mais la plupart des gens vivent avec la terreur du choix de « il ne faut pas que je me trompe ». Mais en fait, vous pouvez vous tromper, ça ne va rien se passer. Hein. Voilà. Et inversement, je change tous les 3 mois. Okay, il ne faut pas que je me trompe, mais en même temps, je change tous les 3 mois. Donc en fait, ça donne des gens qui mettent longtemps à prendre une décision dans laquelle ils ne s'engagent pas longtemps. Ça, c'est la société moderne. Et tout le monde met beaucoup de temps à prendre une décision, et après, une fois qu'elle est prise, toute l'énergie de prise de décision a été consumée, et on n'a plus d'énergie pour faire l'idée. Non, un entrepreneur, il doit prendre une décision rapide dans laquelle il s'engage longtemps. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile, mais c'est comme ça. Prendre une décision rapide, ça ne veut pas dire prendre une décision définitive, mais c'est prendre une décision rapide, se laisser l'opportunité de changer potentiellement, mais au moment où on le prend, on pense qu'on ne va pas changer. Je suis sûr de ne pas changer, et en fait, j'ai changé d'avis, mais parce que j'ai des raisons de changer. Donc le bon curseur, en fait, c'est de raisonner un petit peu en cycle, comme on a vu tout à l'heure avec l'exemple, pas de manière linéaire. Donc voilà, parce que tout est cyclique, et surtout dans l'entrepreneuriat. Et il faut désapprendre beaucoup de choses, hein, c'est pas facile, hein, parce que le cerveau, il raisonne tout le temps linéairement, hein, ça fonctionne pas, mais en fait, c'est cyclique. Okay, donc si on prend une vie linéaire, j'aurais été comme mes amis qui sont restés avec moi, qui sont restés ingénieurs, on va dire, mes camarades de promo, étudiants ingénieurs, puis ingénieur, ça ferait 13 ans que je serais ingénieur, et je serais passé peut-être de 3 000 à 3 500 € par mois. Voilà. Ça, c'est une vie linéaire. La vie cyclique, c'est celle-là. Donc, 5 ans lycéen, 5 ans étudiant, ingénieur à 3 000 € par mois pendant 3 ans, puis 5 ans à 0 € par mois avec entrepreneur avec une boîte qui ne marche pas, puis 3 ans avec une boîte qui marche à 100 000 € par mois, puis avec une boîte qui marche bien encore 3 ans, plus de 300 000 € par mois. Okay, quand je dis 0, c'est des fois 10 000, hein, mais on va dire que c'est le début parce qu'une fois on fait 10 000, puis le mois d'après, en fait, on fait 0. Donc, il y a aussi tout ce moment. C'est pour ça que ce n'est pas linéaire. Les gens ils disent « ouais, j'étais à 10 000 et là, je suis à 0 ce mois-ci ». Oui, mais ce n'est pas du salariat. On ne te donne pas 10% par mois. Donc, en fait, tu peux repasser à 0. Ça ne veut pas dire que tu es revenu au niveau 0, puisque tu avais déjà débloqué une vente le mois dernier. Donc, en fait, tu as avancé. Tu as fait 0, mais tu as avancé. C'est contre-intuitif, mais c'est bien. Voilà, donc le cerveau raisonne linéairement et en fait, tout est cyclique. Okay, donc, cyclique, je vais vous partager un petit peu ma vision de quel cycle je pense qui est un bon cycle pour un entrepreneur. C'est de se dire, est-ce que si ce projet marche, j'ai envie de le faire au moins 5 ans? Pour moi, ça, c'est un bon cycle. Mais évidemment, ça se valide à partir du moment où il marche. Le cycle, il démarre à partir du moment où il marche. C'est-à-dire que ça ne s'applique pas à un projet qui ne marche pas. Évidemment, on ne va pas rester 5 ans dans un projet qui ne marche pas. C'est trop long. Mais il faut être sûr que si ça marche, je ne vais pas changer d'avis par un pic de dopamine. Je veux dire, moi, à un moment, je faisais BI, ça commençait à marcher. Mais des fois, on a des envies d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non. Là, il y a un truc qui marche. C'est quand même assez dur d'avoir quelque chose qui marche. Nourris ce que tu as déjà, si ça marche, et tu vas voir que ça va grandir. Okay, donc ça, c'est un bon cycle pour moi. Vous réfléchissez, est-ce que si ça marche, j'ai envie de le faire 5 ans? Parce qu'en 5 ans, on a le temps de faire des choses, quand même. Des belles choses. BI, là, ça fait 5 ans. Là, vous voyez à peu près le cycle de 5 ans qui fonctionne, on va dire. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà, donc les décisions, il faut faire attention aux décisions qui sont émotionnelles, c'est-à-dire je prends la décision en fonction d'une envie potentielle éphémère, et les décisions un petit peu de prestige. C'est très piégeux aussi, ça, les décisions de prestige. C'est des décisions qui racontent quelque chose socialement. Du style, émotionnel, j'ai envie de le faire maintenant, donc c'est éphémère, j'ai envie de le faire, je le fais. Et prestige, il y a un côté cool à la décision, il y a un petit boost social. Ça, c'est des gros pièges. Il y a beaucoup de pièges à dénicher dans la prise de décision. Mais par exemple, l'école de surf tout à l'heure, il y a un côté prestige dans le sens où c'est quand même cool de dire qu'on ouvre son école de surf aux Philippines. Donc il faut vraiment savoir si on a envie de le faire parce qu'on a vraiment envie de le faire, où il y a quand même le côté cool qui nous pousse à avoir cette validation sociale. C'est beaucoup plus cool d'ouvrir une école de surf aux Philippines que de s'enfermer dans sa chambre pour faire une boutique e-commerce.
forcément, les gens vous valident ça à 100%. Ou il y a d'autres choses qui sont cool, du style écrire un livre. Écrire un livre, c'est cool, puisque écrire un livre, vous devenez automatiquement auteur. Même si personne n'avait lu votre livre, vous êtes auteur. Donc c'est quand même super cool de dire je suis auteur. On peut le mettre sur LinkedIn, auteur, ça passe bien, auteur sur le CV, c'est cool. Et puis les gens de la société normale comprennent très bien, j'ai écrit un livre, waouh, ça impressionne très vite, très impressionnant. Voilà, donc je vais terminer avec un paradoxe très intéressant sur le prestige et le profit. En fait, j'ai vu cette théorie sur Internet qui me paraît intéressante, c'est que les gens passent leur vie, c'est un gars qui s'appelle Tougan qui en a parlé, mais peut-être d'autres gens en ont parlé aussi, c'est qu'en fait, les gens passent leur vie à chercher soit le prestige, soit le profit. Par exemple, quand vous êtes en école de commerce, il y a des gens qui vont vouloir monter une entreprise pour faire leur propre truc et potentiellement avoir du profit. Et tu as des gens qui vont vouloir bosser dans des grandes boîtes pour le prestige du nom qui va avec. Par exemple, bosser chez Google, bosser dans des grandes banques d'affaires, avec des noms qui claquent un peu sur le CV. Et en fait, le profit amène le prestige, mais le prestige n'amène pas le profit. C'est-à-dire que si vous avez du profit et que vous vous concentrez sur quelque chose qui vous plaît vraiment à vous, qui n'est pas forcément prestigieux, mais qui va fonctionner parce que ça va marcher, au bout d'un moment, vous allez avoir le prestige par l'argent, puisque vous allez avoir des capacités financières, vous allez pouvoir inviter votre famille, et il y a un côté quand même prestige et cool à pouvoir inviter sa famille. Par contre, si vous cherchez le prestige, potentiellement, vous n'aurez pas le profit. Parce que vous allez, y a une validation sociale qui rentre en jeu, et puis vous vous enfermez peut-être dans un truc qui ne vous plaît pas, et au final, vous êtes salarié dans une grande boîte, peut-être avec un bon salaire, mais qui n'a rien à voir avec la liberté que peut avoir un entrepreneur. Donc, c'est très important à chaque fois que vous preniez une décision, de savoir si vous le faites pour le prestige ou pour le profit, et qu'est-ce que vous voulez concrètement, mais ne pas se mentir à soi-même. Voilà, merci à tous pour cette première conférence. On va passer à une petite session questions-réponses, et après on ira prendre un petit café. Oui ? Ah oui, oui. Bien sûr. Pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions ? Ou des cas de... Yes. Alors, qui peut amener le micro ? Merci. Est-ce que tu peux lever la main ? Ah ouais, tu peux amener le micro, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Coucou. Moi j'ai une question, je suis toute nouvelle, j'ai dû prendre la formation le 28 ou le 29 mai. Ok, bienvenue. Merci. J'ai une question que j'avais posée lors de l'entretien de clarté, c'était de savoir, parce que tu nous montres plein d'exemples, et de savoir s'il était possible de monter un business sans se montrer, parce que c'était très important pour moi. Donc ma question est, comme il y a beaucoup d'exemples avec où on se montre, est-ce que tu as des exemples où on ne se montre pas ? Ouais, bien sûr, c'est une très bonne question. C'est comment ton prénom ? Stéphanie. Stéphanie. Ok, alors oui, c'est tout à fait possible de monter un business sans se montrer, surtout dans l'accompagnement. Alors, tu sais, donc notre méthode à nous, c'est de faire une pub. Donc déjà, la pub, on peut faire des pubs sans son visage. Okay, donc c'est vrai que beaucoup de gens montrent leur visage, mais il y a plein de pubs qui cartonnent sans visage. Donc par exemple, ça pourrait être une pub où tu lis le script de la pub avec ta voix, mais il y a un montage qui ne montre pas ton visage. Ça, c'est possible déjà. En plus de ça, aujourd'hui, tu peux prendre ce qu'on appelle des UGC. Donc, c'est des personnes qui vont te prêter leur visage pour tes pubs. Donc ça, c'est aussi possible de dire j'ai fait la méthode de telle personne et ça marche pour moi, et tu ne montres pas ton visage. Et ensuite, on envoie vers une vidéo VSL où on peut aussi faire un montage sans visage. Tu vois, on peut faire un montage de VSL même avec que des slides un peu comme ça, où le texte de ta VSL, il est un petit peu comme ça, ou sinon des vidéos. Alors moi, c'est juste que j'aime pas trop dans les images libres de droit,
parce que ça fait un peu trop commun. Mais tu peux montrer des images de la nature, des images, tu peux montrer plein de choses. Donc il y a des exemples, là j'en ai pas trouvé, et je pourrais pas la trouver parce qu'il n'y a pas l'option de trouver pub sans visage, mais ça existe. Et utiliser l'IA également aussi, parce que comme je te disais, les UGC, donc les personnes qui te prêtent leur visage, maintenant ça existe en IA. Donc on donne le texte à une IA qui te crée un visage, et tu choisis le visage et tout, et elle dit le texte. Hein? Ah, tu vas pouvoir être blonde, exactement. Ouais. Bah, nous, d'ailleurs, on fait certaines pubs comme ça aussi, hein. Parce que c'est Finou ou moi qui font les pubs, mais des fois, quand on n'a pas le temps, Nico, il va nous créer des pubs IA. Donc, et qui marchent très bien, des fois qui marchent mieux que Finou. Donc on se dit, pourquoi on se prend la tête? Autre question? Ouais, là-bas. Cindy, là-bas. Ouais. Ah, pardon, c'était là d'abord? C'est toi? Ah, ok. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'est dans la partie où on va aller parcourir les autres offres et Oui. ce qu'ils font. J'ai une conscience qui est un peu trop microscopique dans le sens où je me dis si moi aussi demain je vais faire une offre qui marche et puis que quelqu'un il vient, il copie tout simplement, fait la même chose. Du coup je me dis peut-être ça me freine un peu aussi. Ça peut être une inspiration. Je peux par exemple parcourir ceux qui sont aux États-Unis, dans d'autres pays, et puis l'appliquer là où je suis. Mais oui, ça me travaille un peu, que je vais piquer l'idée de quelqu'un et puis je vais faire mieux et que j'ai peur aussi qu'on me le fasse à moi. Le karma. Donc, mais merci beaucoup Dorian, ça fait plaisir de te voir en personne. Et puis, merci beaucoup. On ne saura jamais du coup la taille de Finou. Ah tu la verras, faudra venir 2027. Si on le fait. Ah, je me suis travaillé. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, c'est une très bonne question que tu poses. C'est en gros, est-ce que quand je recherche mon marché, est-ce que je copie pas les autres? Est-ce que c'est éthique de faire ça? Et est-ce que au moins on va me copier? C'est ça. Bon, déjà, ce qui est vrai, c'est que si tu veux, tu peux chercher dans d'autres pays. Tu as vu, là, j'ai mis langue français, mais c'est aussi très intelligent de chercher en anglais, en espagnol, en italien, de trouver les winners d'autres pays et d'après de les traduire. Donc déjà, ça, on peut le faire si ça te dérange vraiment de t'inspirer ou de copier le marché français. Deuxième chose, c'est que tout le monde copie tout le monde, de toute façon, et même en se copiant, ça ne donne jamais le même résultat. C'est-à-dire que nous, à un moment donné, on a une pub qui a cartonné, c'était... c'est la méthode américaine, c'est la méthode qu'utilisent les coachs aux États-Unis, développer son activité sans poster sur les réseaux sociaux. Donc cette punchline, elle a cartonné. Et en fait, tout le monde l'a repris. Des acteurs très importants du marché, ils disaient sans réseaux sociaux, alors qu'ils disaient faites les réseaux sociaux, et d'un coup, ils ont vu ça, et ils commencent à dire sans réseaux sociaux. Mais en fait, on s'en fout, parce qu'au final, ils vont dire ça, peut-être que leur pub va un peu marcher, mais au final, ils ne vont pas rediriger vers le business qui ressemble à Business Intensity. Donc, on ne peut pas copier complètement quelqu'un. Et du coup, cette application, elle te permet juste de trouver ce qui marche, et ne t'inquiète pas que, même si tu copies à la lettre, le résultat, ça sera à ta manière. Donc, ça ne sera jamais vraiment à la lettre. Donc, moi, je te recommande de juste surtout trouver les promesses qui fonctionnent. Ne pas essayer de réinventer la roue parce que tu vas perdre du temps et tu n'as pas envie d'être dans la position d'essuyer les plâtres. Tu as envie d'avoir quelque chose qui marche de suite. Donc, tu prends la promesse, tu ne te prends pas la tête. De toute façon, tout le monde copie tout le monde, hein. Tu te balades dans Paris. S'il y a une boutique de cookies qui marche, il y a l'autre qui passe, il dit « je vais faire la même chose, hein. ». C'est comme ça le business, hein. C'est la guerre un petit peu, hein. Donc, tu ne te prends pas la tête. De toute façon, ça sera à ta manière. Et tu verras qu'en créant ton accompagnement, tu ne vas pas copier totalement de toute façon. Et puis, tu prends des angles de pub qui fonctionnent. Donc, ne te mets pas de pression par rapport à ça. Et les gens vont te copier. De toute façon, si tu veux réussir, il faut que ton business soit visible. Si tu es visible et qu'on sait qu'il marche, potentiellement, les gens vont te copier. Mais ils auront le même problème que
que toi, c'est qu'ils ne pourront pas te copier totalement, c'est impossible. Donc je comprends, mais ça va passer. Vas-y, fonce, fais-le et voilà. Merci pour ta question. On prend la dernière question sur la droite. Allez, dernière question. Bonjour, je m'appelle Aurore et je viens de Belgique. Je suis très heureuse d'être ici. J'ai été émerveillée et j'ai eu aussi beaucoup de dopamine quand je suis rentrée dans le programme BI. Et je me suis vraiment reconnue dans cette jeune femme qui avait plein de passions, qui crée. Moi, je suis un peu une femme multi-projet. Ouais. Et j'ai compris aussi que j'étais vraiment, au passé, je vais parler comme ça, addict à la dopamine de l'entrepreneuriat. Donc, je fais toujours plein de choses. Les gens se demandent comment j'ai l'énergie. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que financièrement, je suis bloquée, je me sens bloquée. Ouais. Et quand j'ai pris donc Business Intensity, je voulais vraiment aller vers ma mission enfin et vraiment gagner de l'argent. Et je me suis pris comme modèle Oprah Winfrey pour bien y aller. Et ma question aujourd'hui, c'est comment je peux faire un focus sur un projet qui va me faire décoller, parce que bon, j'ai un institut de beauté depuis 18 ans, j'ai écrit un livre, j'ai des formations business. Et j'ai créé un voyage au Maroc pour faire de l'holistique et j'adore et je suis vraiment faite pour ça. Mais comment je fais pour enfin choisir une chose ? Une chose, ouais, très bonne question. Alors déjà, le premier constat, c'est d'être réaliste. C'est que vaut mieux avoir un business qui marche que plein de petits business qui ne marchent pas. Déjà, c'est être réaliste. C'est très difficile d'avoir plein de petits business. Donc en fait, c'est aussi de te poser la question, toi, quelle vie tu as envie de vivre ? Est-ce que tu as envie de vivre une vie où tu dois gérer plein de business ? Parce que oui, il y a le côté, je fais plein de projets et je vais un peu à droite, à gauche, etc. Mais mentalement, il y a une charge mentale qui vient avec ça, de faire réussir tous les business. Parce que évidemment, tu ne veux pas faire plein de business qui ne marchent pas. Évidemment, tu veux tout faire marcher. Et il faut être humble. Faire marcher un business, ce n'est pas facile déjà. Et dans un business, il y a déjà beaucoup de diversité. Par exemple, dans BI, il y a le closing, il y a les fondations, il y a le mindset. Tu vois. Donc en fait, c'est trouver de la diversité à l'intérieur d'un projet plutôt que dans différents projets. Tu retournes le truc, c'est-à-dire tu trouves une promesse qui marche. Par exemple, dans mon cas. Alors là, on ne va pas forcément trouver la réponse. Mais voilà. Trouver de la diversité dans un projet plutôt que de la diversité dans plusieurs projets. Par exemple, dans Business Intensity, moi aussi, j'étais comme toi. J'étais quelqu'un avec plein de projets qui ne marchent pas. Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, mais au final, il n'y en a aucun qui marche au niveau où je veux le faire marcher. Et ça, c'est une source de frustration énorme, parce qu'on n'en parle pas. On dit, oui, les multipotentiels, ils ont besoin de faire plein de trucs, mais le multipotentiel qui a 10 trucs qui ne marchent pas, il est frustré aussi. Et financièrement. Donc en fait, ce n'est pas lui rendre service que de lui dire de faire 10 choses. Okay. Donc moi, ce que je te recommande, c'est trouver une promesse qui marche, une seule promesse. Par exemple, imaginons, quand on a vu dans le truc, c'est sauver son couple. Ok, sauver son couple. Okay. Mais sauver son couple, il y a de la diversité dans ça. C'est que sauver son couple, il y a plein de trucs. Il va y avoir l'aspect psychologique, il va y avoir l'aspect sexualité, il va y avoir l'aspect... il y a plein de diversité. Okay. Et donc, c'est faire une seule promesse qui dirige vers un projet et à l'intérieur de ce projet, traiter la diversité des sujets. Mais en marketing, c'est qu'une seule promesse. Et c'est comme ça que tu vas t'épanouir. Parce que tu verras que quand tu vas avoir une cliente et que tu vas lui parler à la fois de psychologie, à la fois de ci, à la fois de ça, je prends cet exemple, hein, bah tu vas prendre, en fait, tu vas kiffer. Et ce qui est kiffant pour un entrepreneur, c'est aussi l'élan. C'est d'avoir du mouvement, tu vois, parce qu'en fait, un projet qui ne marche pas et tout, ça nous ralentit. Alors qu'un projet qui marche, quand on est concentré sur un seul, il y a l'élan qui vient, et puis après, tu vois, dans BI, c'est recruter une équipe, trouver un bon closer, trouver un bon coach. Donc, il y a énormément de diversité au sein même d'un seul projet. Donc, ça demande une réflexion, mais en tout cas, voilà ce que je te recommande. Merci à toutes. On peut aller boire un café et on se retrouve tout à l'heure. Musique. Donc, je vous laisse vous remonter pour la petite pause networking. On va fermer les portes le temps qu'on puisse faire le networking.